Bonjour, c'est Ahmed et bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans cette vidéo concernant la leçon des suites et séries de fonctions, nous allons établir quelques propriétés de la fonction zeta de Riemann. Si vous vous rappelez bien, dans la leçon des séries numériques, nous avons traité les cas de convergence de la série de Riemann. Cette fois-ci, nous allons étudier le comportement de la fonction dont le paramètre est l'exposant dans cette série. Pourquoi nous étudions alors la fonction zeta de Riemann? La fonction zeta de Riemann fait l'objet de un parmi les 7 problèmes du millénaire. C'est-à-dire que si vous résolvez l'hypothèse de Riemann, pas seulement vous gagnerez $1 million, mais vous serez potentiellement parmi les 4 prochains récipients de la médaille Fields. Mais détrompez-vous, la fonction zeta de Riemann n'intervient pas seulement dans des problèmes compliqués. Prenons un exercice simple. Choisissons au hasard A et B dans N. Quelle est la probabilité que A et B soient premiers entre eux? Grâce à un calcul probabiliste simple, on trouve que la probabilité que A et B soient premiers entre eux s'écrit comme le produit de tous les P premiers de 1 moins 1 sur P au carré. Ensuite, Leonhard Euler, le mathématicien célèbre, vient montrer en 1735 que le produit de P premiers de 1 sur 1 moins 1 sur P à la puissance S est aussi égal à zeta de S. Et donc, dans ce cas-là, la probabilité que A et B soient premiers est égale à 1 sur zeta de 2, que Leonhard Euler calcula par lui-même et trouve que ça donne 6 sur pi carré. Donc, essayons de montrer les propriétés suivantes de la fonction zeta. Donc, la fonction zeta de x, définie pour x, si vous vous rappelez bien, dans la leçon des séries numériques, appartenant à 1 plus l'infini, nous allons la traiter suivant 5 questions. Premièrement, le caractère C infini. Deuxièmement, la monotonie et la convexité. Troisièmement, la limite en plus l'infini. Et quatrièmement, l'équivalent 1 plus. Et cinquièmement, la convexité de la fonction ln rond zeta. Commençons par la première question. Montrer le caractère C infini revient aussi à montrer que quel que soit n appartenant à n, la fonction est de classe Cn, ou aussi qu'il existe un certain ordre de dérivation à partir duquel la fonction devient Cn. Définissons pour tout n la fonction en terme qui a x associe 1 sur n à la puissance x, et posons i, l'intervalle de définition de notre fonction. Pour tout p et pour tout x dans notre intervalle de définition, dériver p fois la fonction fn revient à multiplier p fois par moins ln de n, et donc revient à multiplier par moins ln de n à la puissance p. Si l'on prend x dans i et qu'on essaie de majorer la norme infinie, on obtient en majorant le terme d'une série qui ne converge pas. Donc, ce n'est pas ce qui va marcher. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on passe par un certain a et on fait la même majoration. Cette fois, le terme majorant la série est le terme général d'une série convergente. Et donc, nous avons convergence normale pour tout p de la série des dérivées pim. Ainsi, le théorème de dérivation version CK nous dit que, quel que soit P appartenant à N, zeta SCP et zeta PIM est la somme de la série des dérivées PIM. D'où le résultat. Zeta est de classe C infinie. Cela nous permet aussi de conclure par rapport au signe de la PIM dérivée. En effet, le signe de la PIM dérivée est également le signe de moins 1 à la puissance P. Alors, on en conclut le résultat de la deuxième question. Zeta prime est négative et zeta seconde est positive. Et donc, zeta est décroissant et convexe. Question suivante, la limite de zeta en plus l'infini. Puisqu'on a une convergence uniforme au voisinage de plus l'infini, on essaie de passer
par la suite des sommes partielles. Et c'est la suite des sommes partielles. À n-1 terme tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc, a comme limite 1. J'entre part, et Sn converge normalement et donc uniformément sur 2 plus l'infini. Et donc, d'après le théorème de double limite, la limite de zeta quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Passons maintenant à la quatrième question. On nous demande un équivalent de zeta quand x tend vers 1 plus. Puisqu'il n'y a pas de convergence uniforme au voisinage de 1, tout ce qu'on peut faire est une méthode calculatoire. En effet, si vous vous rappelez de l'inégalité qu'on avait utilisée pour montrer que zeta converge ou diverge, c'est la même inégalité que nous allons exploiter. Donc, en sommant cette inégalité à gauche de 1 à n et à droite de 2 à n et en ajoutant le premier terme, on obtient l'inégalité suivante. Donc, nous allons faire tendre n vers plus l'infini. Donc, ce dont on a besoin est un équivalent de cette intégrale-là. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t à la puissance x, c'est égal au crochet de t à la puissance 1 moins x sur 1 moins x. Donc, d'une part, en faisant tendre t vers plus l'infini, nous avons un t dont la puissance est négative qui tend vers plus l'infini, donc qui donne 0, moins, quand t tend vers 1 moins 1 sur x, c'est égal à 1 sur x moins 1. Donc, d'une part, zeta de x est compris entre 1 plus 1 sur x moins 1, et d'une autre part, 1 sur x moins 1. Cela dit que x moins 1 zeta est compris entre x et 1. Et donc, quand x tend vers 1, cette limite-là tend aussi vers 1. Et finalement, ceci traduit que zeta de x est équivalent à 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Finalement, passons à la dernière question. Donc, on nous demande d'étudier la convexité de ln rond zeta. Nous savons que ln est c infini sur i. Zeta également, nous avons montré dans la première question qu'elle est c infini sur i. Et donc, ln de zeta est aussi c infini sur i. Donc, pour une fonction c infini, on peut se contenter pour étudier la convexité par étudier le signe de sa dérivée seconde. Donc, dérivons deux fois. La première dérivée, on sait très bien la dérivée de la composée d'un ln. Et puis, finalement, on redérive la fraction. On obtient zeta seconde fois zeta moins zeta prime carré sur zeta carré. Zeta carré étant positif, nous allons étudier le signe de zeta seconde zeta moins zeta prime carré. Donc, ce qu'on veut comparer est la somme de moins ln de n sur n à la puissance x, le tout carré, avec le produit des deux sommes, somme de 1 sur n à la puissance x, fois somme des ln carré sur n à la puissance x. Il était donné comme indication sur la question d'utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vous rappelle que l'inégalité de Cauchy-Schwarz dit que la somme de xi, yi, le tout carré, est inférieure à la somme des xi carré, somme des yi carré. Donc, ce qu'on doit essayer de montrer sont les xi et les yi dans chacune des sommes. Mais puisque les sommes sont infinies, on doit alors nous donner un certain ordre sur lequel on va travailler. Donc, la somme de n égale à 1 à grand N de moins ln de n sur n à la puissance x, si ça s'écrit comme le produit
de moins ln de n. Donc pour obtenir ce 1 sur n à la puissance x, on doit obtenir un 1 sur n à la puissance x sur 2, et de même n à la puissance x sur 2. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous dit que c'est inférieur à la racine du produit de la somme de ln au carré sur n à la puissance x sur 2, le tout au carré, c'est n à la puissance x, et la somme de 1 sur n à la puissance x sur 2 au carré, c'est aussi 1 sur n à la puissance x. En élevant au carré, la somme de n égale à 1 à grand N de moins ln de n sur n à la puissance x est inférieur au produit de ce qui paraît comme les sommes partielles de chacune de ces sommes. En faisant tendre n vers plus l'infini, sachant que toutes les sommes convergent, on obtient zeta' de x au carré est inférieur à zeta seconde de x fois zeta de x. ln rond zeta seconde est positive, donc ln rond zeta est convexe. Merci pour votre attention et à bientôt sur une nouvelle vidéo sur Kesaku.